Ça y est, vous avez pu rentrer dans la salle? Non, pas encore. Bonjour à tous. J'attends que vous soyez tous avec nous. Et oui, c'est tout bon. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation du kit plan de continuité et reprise d'activité autour du programme CARE, cybersécurité, accélération, résilience des établissements. Alors voilà, on va vous présenter aujourd'hui ce kit qui vous a déjà été mis à disposition sur le site de l'ANS, sur la page CARE dédiée. Et donc, je vais vous confier aux experts qui ont travaillé à la constitution de ce kit et notamment aussi aux mains de Nathalie et Thomas, qui sont nos grands acteurs pilotes qui ont pu participer donc à cette phase expérimentale autour du kit PCRA qu'on a pu ajuster en fonction et qui vont vous livrer leur retour d'expérience quant à la production et à la mise en œuvre de ce kit dans leur établissement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne séance. Je ne prends pas plus de place pour vous dire aussi que ce kit aura toute sa place aussi dans un des domaines dédiés sur le renforcement de la sécurité opérationnelle, l'axe 4 du programme CARE, dans le domaine 2, stratégie de continuité d'activité. Donc, je vous souhaite d'être très attentifs et de pouvoir vous approprier ce kit. On sera bien évidemment disponible à l'issue pour toute question complémentaire. Bonne séance et à bientôt. Merci Elodie. Pouvez-vous me confirmer que mon écran s'affiche bien à tout le monde? Je vois Nathalie qui hoche la tête, merci. Je vais donc ouvrir cette présentation. Je me présente rapidement, je m'appelle Céline Miled. J'ai le plaisir de faire partie de l'équipe de la Task Force Cyber sur le programme CARE et étant professionnel de la crise et ayant vécu moi-même plusieurs crises cyber, notamment au milieu hospitalier, il m'appartient aujourd'hui de vous restituer ces travaux qu'on a menés donc au cours des 8 derniers mois sur le kit PCRA. N'hésitez pas pendant la présentation à poser des questions dans le chat. J'ai un petit œil, j'essaierai de repérer s'il y a des questions vraiment urgentes et j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau. Et sinon, on prendra, comme je disais, du temps à la fin pour essayer de répondre à un maximum de questions possibles. Je précise, le but n'est pas que vous ressortiez aujourd'hui avec la capacité et la compétence à rentrer tout de suite dans le projet, puisque c'est quand même quand on ne connaît pas du tout une méthode qu'il faut s'approprier, dans laquelle il faut être un petit peu accompagné. Là, aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est vous montrer déjà pourquoi avoir construit ce kit, à quoi est-ce qu'il sert, comment est-ce qu'il va contribuer à la cyber-résilience de l'établissement, et qu'est-ce qu'il compose. Et avec Nathalie, donc vous compreniez un peu les apports et les bonnes pratiques pour approcher cette méthode. Vous aurez forcément des questions un peu plus précises ensuite sur sa modalité de mise en œuvre. Ça viendra dans d'autres dispositifs d'accompagnement et de formation. On pourra en parler rapidement pendant les questions-réponses. Alors, je vais directement sur cette première question. Pourquoi avoir fait ce kit de plan de continuité et de reprise d'activité ? Et en termes de cadre réglementaire également, qu'est-ce qui est associé? Alors, je vais tout de suite abattre une question lexicale qui est très importante pour nous. Vous connaissez peut-être, sans doute, ce terme de plan de continuité ou ce de plan de reprise d'activité historiquement de ce qui était écrit dans Open. Sauf qu'en fait, dans Open, le terme était un tout petit peu dévoyé par rapport à l'objectif qu'il a dans Open. En fait, dans Open, ce qui est écrit, c'est plutôt un plan de continuité informatique et un plan de reprise informatique. Là, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est bel et bien un plan de continuité et de reprise d'activité métier. Et donc, aujourd'hui, vous allez avoir trois grands indicateurs de cadre réglementaire ou méthodologique pour l'appuyer. Eh bien, déjà, celui qui va être, qu'on voit déjà sur le terrain être un levier important, c'est que ça a intégré le référentiel 2024 de la HAS sur deux critères dans lesquels il est attendu maintenant d'avoir bel et bien ce plan de continuité de reprise d'activité métier qui soit déployé dans l'établissement, dans tous les secteurs. Je vais y revenir après, qu'est-ce que ça veut dire de déployer ce plan. Mais en tout cas, sachez que c'est bel et bien actif aujourd'hui, attendu par les auditeurs. Et on le voit, j'ai beaucoup échangé avec des établissements aujourd'hui qui, en début d'année, avaient dû, entre guillemets, se presser un peu le pas pour rentrer dans la démarche.
Au niveau du programme CARE, ce sujet aujourd'hui, donc il est intégré à l'objectif 3, globalement dans le domaine 2, hein, et on en est au stade où on est sur de la mise à disposition. On a travaillé sur le kit, on vous le présente, on vous le met à disposition aujourd'hui. Les modalités plus précises des attendus, des dispositifs qui vont servir de levier vont être travaillés dans les mois qui viennent. Donc, je n'aurai pas de réponse à des questions précises là-dessus aujourd'hui, autre que cette première phase, c'est celle de l'ouverture et de la mise à disposition. Et puis, bien entendu, tous ces travaux ont été menés dans le cadre des référentiels internationaux qui existent en matière de continuité d'activité. Il s'agit de la norme ISO 22301. Je vous rassure tout de suite, il n'est pas du tout prévu comme objectif de faire normer et certifier ISO 22301 les dispositifs dans l'établissement. Vous verrez, l'objectif a été aussi de simplifier cette démarche et ce cadre méthodologique pour en faciliter l'accès. Mais en tout cas, si vous vous posez la question, si on vous pose la question, on est dans la lignée des exigences de la norme internationale, mais simplifiée et adaptée. Alors, pourquoi tout ça? Le retour d'expérience de ceux qui l'ont vécu, j'étais personnellement à Corbeil, un petit peu à Versailles par exemple, et puis plus largement de tous ceux qui ont fait des exercices, et nombreux sont les établissements aujourd'hui, vous le savez, qui ont fait ces exercices, c'est qu'en fait, passer la phase de sidération de la cyberattaque vient un moment où on est complètement démuni, puisqu'en fait, on ne comprend pas comment cet organisme vivant qu'est l'établissement est en train de subir les effets de la cyberattaque. Et on se rend compte qu'en fait, on n'a pas de réponse préétablie, on n'a pas de répertoire de réponses qui permet de faire face à cette perte systémique des outils de travail. Oui, il y a des modes dégradés, pratiquement partout. On a une solution dans chacun des services en fonction de si tel logiciel tombe en panne, par exemple. Mais le dysfonctionnement systémique, pérenne de tous les outils de travail, c'est ce qui empêche en fait de retrouver une maîtrise sur le fonctionnement de l'établissement. Et c'est à ça en fait que va servir la continuité et la reprise d'activité. La continuité d'activité, vous avez la définition de la norme qui est affichée, mais c'est concrètement qu'est-ce que je dois assurer au minimum et comment est-ce que je peux faire pour l'assurer au minimum. C'est dans cette idée des modes dégradés. Aujourd'hui, les modes dégradés que l'on a dans les établissements sont des modes de continuité d'activité. Comment est-ce que je fais pour continuer de travailler? Mais en fait, et on va revenir dessus, une des problématiques, c'est qu'ils sont souvent dimensionnés pour des temps compatibles avec des scénarios de panne, mais non pas avec des durées de plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'on va avoir sur des attaques. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de la reprise d'activité, c'est celui qui est largement sous-estimé. Et pourtant, on voit dans pratiquement toutes les cyberattaques en milieu hospitalier une cinétique qui se dessine avec la phase de stabilisation, la mise en place des modes dégradés. Ensuite, on stabilise un mode dégradé pérenne sur cet objectif de continuité d'activité. Et puis vient un moment où on arrive à rétablir du service informatique. Et là, en fait, se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour remettre notre établissement dans un mode de fonctionnement nominal le plus tôt possible, sachant que on a 3 mois de consultation en retard et d'activités déprogrammées à reprioriser, sachant qu'on a 3 mois pendant lesquels on a travaillé entièrement en papier avec une identito-vigilance qui évidemment en a souffert fortement, avec des résultats d'examen qui n'ont jamais été reliés à un dossier patient ou que ce soit, avec des appareils, des dispositifs médicaux, biomédicaux qui ont été interrompus et sur lesquels il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton on pour les remettre en service, mais qui doivent faire l'objet d'une procédure avec le fournisseur, par exemple, pour la vérification au retour en conditions opérationnelles, etc., etc. Largement sous-estimé donc, et pour autant, tout démontre que c'est un vrai chantier que de revenir à la normale, au-delà simplement de faire redémarrer l'informatique. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre dans ce kit les deux aspects dans une réflexion commune. Face à un scénario de disruption de mon activité,
comment est-ce que je fais pour tenir en mode essentiel, comment est-ce que je redéploie progressivement et comment est-ce que j'accompagne à un retour à un mode nominal. Vous verrez, ça m'arrivera 2-3 fois, je crois, dans cette présentation, et puis beaucoup dans le kit, de citer le guide de la continuité d'activité du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. C'est le service du Premier ministre qui a en charge tous les sujets de résilience, donc évidemment, c'est quelque chose auquel on s'est aussi beaucoup raccroché pour avoir une cohérence gouvernementale d'ensemble sur ces sujets de gestion de crise et continuité d'activité. Ce schéma résume simplement ce que je viens de vous dire. Vous voyez à gauche, on a la phase de planification. Bon, on se prépare à la crise. La survenue de l'événement perturbateur. Et c'est très intéressant parce que entre les deux barres rouges, là, vous voyez de manière visuelle tout ce que je viens de décrire. On va avoir la période de perturbation, d'interruption ici, qui est en rouge pointillé, qui est incompressible. Vous allez toujours passer par une phase de déstabilisation et pendant quelques heures dans lesquelles on n'aura pas la réponse, on va perdre d'une certaine manière notre activité. Bien entendu, plus on est prêt, plus on a des plans efficaces, plus on est rapide dans la détection et plus on va réussir à faire approcher cette case dans sa composante la plus immuable en termes de temps. Mais donc, rapidement, on va rentrer dans la phase de gestion de crise. Là, on parle de pilotage, d'accord ? Activer ma cellule de crise hospitalière, faire peut-être du rappel de personnel, du délestage, de la déprogrammation. Ça, c'est de la stratégie. Et en même temps, vous voyez qu'en même temps que démarre la gestion de crise sur mon schéma, je vais avoir très rapidement l'activation des solutions de continuité qui vont, et vous voyez le choix des couleurs sur le schéma, qui vont nous faire passer petit à petit, progressivement, d'un rouge cramoisi vers des nuances de orange, jusqu'à ce que cette amélioration du dégradé nous fasse revenir donc dans ce statut où on considère qu'on a rétabli l'activité. C'est assez complexe sur les cyberattaques puisque en fait on va avoir deux lignes sur ce schéma. Il y a celle de l'activité de soins et il y aura celle de l'activité informatique. Alors, on pourrait même aller plus loin. Il y a celle des activités support également. Je vais en reparler parce que j'y tiens beaucoup. Mais donc comprendre comment est-ce que je vais faire vivre en même temps ma volonté et ma capacité à remettre du service informatique et la capacité à reprendre le travail sans être tributaire de la capacité à reprendre l'informatique. Et c'est là où on va avoir toute la subtilité. Alors, pour répondre à la question qui a été posée, non, la détection n'est pas comprise dans le plan de continuité reprise d'activité. La détection, là, c'est vraiment dans les dispositifs de gestion de crise cyber d'un établissement qu'on va avoir la définition du dispositif et des outillages de détection et qu'on va surtout avoir cette notion de seuil qui est extrêmement importante, qui est de dire quand est-ce que je rentre en crise. Je me permets de faire 30 secondes d'aparté là-dessus. On voit que c'est un sujet qui est éminemment important dans les hôpitaux, surtout qu'on sait très bien qu'il y a souvent des ralentissements, des pannes. On développe une certaine culture de la tolérance au dysfonctionnement informatique. Et donc, être capable d'avoir un dispositif de détection qui fasse la différence entre ces ralentissements ou pannes pseudo-habituelles et la suspicion effective d'une cyberattaque, c'est un vrai enjeu. Et ça, c'est vraiment dans votre plan de gestion de crise, c'est dans le volet cyber de votre PSSE qu'il faut que vous ayez cette grille de détection. Le plan de continuité de reprise d'activité, il est vraiment là pour au moment où on a enclenché, quand on est officiellement passé dans un mode dégradé. Mode dégradé qui est soit la conséquence directe de la cyberattaque, soit la conséquence directe d'une panne. Vous allez voir, je vais beaucoup sortir du sujet cyberattaque dans mes propos, mais qui peut aussi être la conséquence des actions de gestion de crise. C'est-à-dire que j'ai une détection rapide et précoce, donc je vais rapidement mettre mon système d'information en autarcie numérique, et donc du coup, cette action de protection de mon système d'information va me forcer, en tant que direction de l'établissement, à rentrer dans un schéma de continuité d'activité, parce que j'ai peut-être préservé mon système d'information, mais du coup, j'ai retiré les moyens de travail à mes équipes. Donc tout ça, et je vais y revenir, c'est vraiment des briques qui vont composer une réponse cohérente et à des strates assez distinctes, et vous allez le voir, je vais venir dessus après. Ce plan de continuité reprise d'activité, il traite l'opérationnel. Il est sur une maille service, là où
la gestion de la crise et le PSSE sont une strate de direction et de stratégie. Donc justement, c'est un point sur lequel on voulait prendre le temps de refaire un focus et une synthèse parce que tout le monde n'a pas forcément les idées claires là-dessus. On sait qu'il y a plein de plans à l'hôpital. Donc, comment est-ce que tout ça s'articule? Vous avez un PSSE, plan de situation sanitaire exceptionnelle, historiquement plan blanc, qui a été conçu depuis toujours, et y compris depuis la version de 2017, si je ne me trompe pas, avec l'intégration d'Orsan, pour répondre à des crises exogènes. Moi, établissement de santé, je vais subir un déséquilibre dans ma capacité d'offre de soins par rapport à la demande, parce que je vais avoir une augmentation de la demande de soins à ma vie, donc accueil massif de victimes, climatique, nucléaire, radiologique, chimique, biologique, épidémie, vaccination, que sont les volets historiques d'Orsan, sont dans cette approche. Je dois réorganiser mon offre de soins, non pas parce que je peux moins soigner, mais parce qu'on me demande de plus soigner. Et la manière dont on voit bien les choses émerger depuis 2-3 ans maintenant, c'est que doit venir s'intégrer dans ce pilotage stratégique de crise de l'établissement les scénarios d'incapacité à assurer la demande de soins, non pas parce que la demande augmente, mais parce que la capacité à faire diminue. C'est typiquement ce qui se passe sur un volet cyber, ou en tout cas de manière plus large sur un volet perte des systèmes d'information, puisqu'encore une fois, la cyberattaque ne vient qu'ajouter de la malveillance là-dessus et des temporalités un peu différentes. Donc ça, c'est le macro. Vous devez avoir ce document central qui dit voici qu'est-ce que j'appelle une crise, voici comment je la déclenche, voici qui compose ma cellule de crise hospitalière, éventuellement les cellules de crise opérationnelles qui vont en dessous, comment est-ce que je fais un rappel de personnel, comment je dépriorise, quels sont mes liens avec l'ARS en situation de crise, quels sont mes engagements capacitaires, etc., etc. En bas à gauche, vous voyez, on a depuis 2016, suite aux attentats de Paris, le plan de sécurisation de l'établissement qui, lui, va être un plan, un dispositif opérationnel sur la sécurité physique. Comment est-ce que je mets en sécurité mon infrastructure bâtimentaire et les personnes, patients tout comme employés, qui sont sur mon emprise. Bien, de la même manière, vous avez un autre outil opérationnel à disposition de ce grand plan de gestion de crise, c'est le PCRA. Puisque c'est ma cellule de crise hospitalière, dont les règles de fonctionnement sont décrites dans mon plan blanc, qui va dire j'active mon plan de continuité et de reprise d'activité et charge aux opérationnels de dérouler à leur niveau ce qui est décrit dans le plan de continuité et de reprise d'activité. Sur 4 scénarios différents, mais je vais pouvoir y revenir. Et puis, du coup, vous voyez, on a remis le lien avec ça. Il y a le lien avec le plan de continuité informatique et le plan de reprise informatique. Ça, c'est vraiment très important qu'on soit bel et bien tous en compréhension et alignés là-dessus à la fin de cette heure et demie d'échange. Le plan de continuité et de reprise d'activité sert à dire comment est-ce que les gens font leur travail en cas de rupture, notamment des systèmes d'information, tandis que les plans de continuité et les plans de reprise informatique décrivent comment est-ce que j'assure la continuité de service de mon informatique et comment est-ce que je redémarre mon informatique si elle a été amenée à être en rupture d'activité. Ok, donc stratégie, outils opérationnels, et dans l'opérationnel, le métier d'une part, l'informatique d'autre part. Alors, du coup, je profite de cette slide-ci pour rajouter cette notion. Donc, on ne va pas beaucoup plus creuser aujourd'hui, mais les 4 scénarios que vous voyez. La méthodologie de plan de continuité et de reprise d'activité au global, au sens large, couvre n'importe quel scénario de disruption. Et traditionnellement, donc, ça se répartit en 4 familles. La disponibilité des systèmes d'information, certes, mais également la disponibilité des bâtiments, la disponibilité des ressources humaines, au sens les gens qui font le travail, et la disponibilité des fournisseurs. On a certains cas d'entreprise ou d'activité dans lesquels on va pouvoir rajouter 1 ou 2 scénarios, mais de manière globale, ça se résume à ça. N'importe quelle organisation va délivrer son travail avec des gens
dans un lieu qui fournisse du service en utilisant de l'informatique et des fournisseurs. Donc, on va beaucoup se concentrer aujourd'hui, parce qu'on est dans le cadre du programme CARE, sur la manière dont le PCRA est construit et apporte une réponse sur un scénario informatique. Mais sachez que le kit permet de traiter tous ces scénarios d'indisponibilité et que la démarche est exactement la même et prend pratiquement le même temps, à peu de choses près, pour traiter soit la perte des systèmes d'information, soit la perte des 4 sujets que je vous ai évoqués. Je vais revenir après sur la question entre la différence entre les modes dégradés et les PCRA, mais déjà à ce stade, ce que je peux vous dire, c'est que les modes dégradés vont venir dans le cadre de votre PCRA. Le PCRA va juste leur donner une matière plus longue, plus large et plus systémique. Je vais y revenir. La méthodologie également s'applique parfaitement pour le secteur sanitaire ou le secteur médico-social. Vous allez voir, on va en parler, mais vous pouvez la décliner dans absolument n'importe quel type de structure. Elle est agnostique du contexte dans lequel vous la déroulez. Et la question de est-ce que le PCRA devra intégrer tous ces volets, bien, aujourd'hui, nous, Programme CARE, on met à disposition l'outil qui peut couvrir tous ces volets. On a évidemment une attente dans le cadre de CARE que ce soit fait sur le volet système d'information. Personne aujourd'hui n'impose que les 4 volets soient traités. Je ne sais pas comment est-ce que ça va évoluer dans toutes les discussions entre les différentes directions du ministère sur les attentes là-dessus. Voilà. Pas de réponse ferme, si ce n'est que on vous met à disposition quelque chose qui est capable de traiter les 4 scénarios, mais les attentes qui sont exprimées à ce jour sont sur le sujet système d'information. Les questions commencent à défiler un peu vite. Qui est propriétaire du plan de continuité et de reprise d'activité? C'est plutôt un sujet dont la propriété, l'ownership, entre guillemets en anglais, est à la DSI. En général, le RSSI va pouvoir exprimer des attentes là-dessus, mais le pilotage est bien du côté DSI. Le PCRA est-il au métier ce que le PCI-PRI est à l'informatique? Oui. Et même pour aller plus loin, vous allez avoir le PCRA de votre équipe informatique. Parce qu'il va bien falloir décrire comment votre équipe informatique elle-même est en capacité de reprendre son travail, si elle n'a plus d'informatique, si elle n'a plus accès à ses outils d'administration, ou si elle n'a plus de personnel, ou si elle n'a plus de bâtiment. Et donc, finalement, votre PCI, votre PRI, va être dépendant de votre capacité à assurer la continuité et la reprise d'activité métier de votre IT. C'est un schéma qui est un petit peu fractal, qui est très intéressant. Et pour y revenir dans les questions-réponses, qu'il faut bien avoir en tête quand on mène le PCA auprès des équipes DSI et ne pas croire que parce qu'on a un PCI, on a le PCA informatique derrière. Je regarde sur les autres questions. Il me semble que je réponds aux autres questions après, et sinon on prendra le temps de les reprendre à la fin. Mais merci en tout cas pour toutes les questions là-dessus. Alors oui, question intéressante pour le coup sur le qui est responsable. Autant les plans de continuité informatique et les plans de reprise informatique sont la responsabilité de la DSI, autant vous le voyez dans ce schéma, le PCRA, c'est un plan de gestion de crise qui concerne tous les métiers de l'établissement de façon transverse. Dans l'esprit, ça se rapproche beaucoup plus des missions des directions qualité, de la même manière que la rédaction du plan blanc du PSSE ou dans le médico-social du plan bleu, par exemple. Quelque chose qu'on a beaucoup discuté pendant la phase pilote qui a été menée. Et la conclusion est que l'ordre général, bien sûr, chaque établissement après a des particularités, mais l'ordre naturel des choses au global serait plutôt que le PCRA métier soit de la responsabilité des directions qualité. Je me permets d'avancer et je prendrai le temps de faire le tour des questions en attente par la suite. Alors, du coup, à quoi sert ce kit de PCRA? Déjà priorisé, puisque personne ne peut concentrer son énergie en crise sur la reprise de toutes les activités de son établissement. C'est par essence impossible. Et donc, on commence dans cette démarche par prioriser en utilisant des critères qu'on essaye d'avoir le plus objectif possible.
de la même manière que ce qui a été fait au niveau État lors du Covid. Il y a eu un travail qui était de dire, ben voilà, aujourd'hui, dans un scénario de crise, on a besoin que tel et tel métier continuent leur activité parce qu'ils sont vitaux pour la nation, tandis que d'autres, même si ils sont importants, ne sont pas vitaux à ce stade. Donc c'est exactement la même méthode qu'on va suivre. Et une fois qu'on a ressorti cette priorisation et qu'on a réduit le scope de ce sur quoi il faudra se rendre capable de continuer à travailler, là, on réfléchit à l'anticipation en commençant par les besoins de continuité. Je sais ce qu'on doit assurer, parce que moi, directeur d'établissement, et puis parce que par le biais de l'entretien, on a compris ce dont on ne pouvait pas se passer, mais du coup, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça? J'ai besoin de combien de personnes dans tel service pour continuer à travailler? J'ai besoin de quelles données? J'ai besoin de quoi comme matériel de manière indispensable? Et une fois qu'on a cette priorité et qu'on sait de quoi on a besoin, encore une fois, très important, dans une approche frugale, hein, on ne cherche pas à travailler comme d'habitude, on cherche juste à travailler. Là, on fait de la conception. Là, on y réfléchit à des solutions de continuité. Et la solution de continuité, c'est pas de dire je reviens comme j'étais avant. C'est un réflexe naturel que vont avoir les utilisateurs, entre guillemets, si on parle en tant qu'informaticien. C'est de dire, bah, moi, j'ai besoin pour travailler d'avoir mes 6 mêmes ordinateurs que d'habitude avec tel et tel logiciel. Non. L'approche, c'est de se dire, on est dans un scénario où on n'a pas de système d'information. Donc, comment est-ce qu'on fait pour travailler sans ces systèmes d'information? Quelles sont les autres solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire en papier? Qu'est-ce qu'on peut déporter chez quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être sur un simple outil de bureautique sur un ordinateur neuf et propre sans avoir besoin d'un logiciel métier? Ce ne sont que des solutions de contournement qu'on va chercher. Là encore, certains d'entre vous vont faire le rapprochement avec les modes dégradés. C'est exactement ça. Et je vais revenir après sur pourquoi est-ce que les modes dégradés ne sont pas suffisants. Mais donc, une fois qu'on a réfléchi à ces solutions de continuité et de reprise d'activité, là, du coup, on va pouvoir les formaliser. Et comme je vous le disais, on les formalise à un niveau opérationnel. C'est chaque manager d'une unité organisationnelle qui en est responsable. Alors, pourquoi est-ce que j'essaie de limiter au maximum mon recours au mot service? C'est parce que c'est justement un des défauts qu'on retrouve historiquement à l'hôpital, c'est que gérer la crise à l'hôpital, c'est permettre aux soignants de soigner. Alors oui, c'est absolument évident et indispensable, mais on oublie trop souvent les fonctions support. Or, je vous invite à imaginer les impacts sur un établissement victime d'une cyberattaque si on n'est pas capable d'assurer les payes des personnels, par exemple. Donc c'est pour ça que je ne veux pas parler que de services, je parle bien de toutes les unités organisationnelles de l'établissement dont on identifie qu'elles sont critiques pour que collectivement, on assure les missions de l'établissement. Et donc, manager d'une unité organisationnelle, ça va être effectivement un chef de service, le cadre de santé sur la partie soins, et ça va être un chef de département, un chef de service, un chef de bureau sur des fonctions support, par exemple. Une fois qu'on a fait ça, on va rentrer, comme tout dispositif de gestion de préparation à la crise, dans une réflexion de test et d'ajustement. Un PCRA, comme tout document de planification de crise, c'est quelque chose qui est vivant, qui évolue. Et donc, on va, vous voyez, hein, tout ça, on le fait donc pour assurer la continuité de tous les métiers de l'établissement, toutes les fonctions sur, idéalement, les 4 scénarios de disponibilité dont je vous parlais, mais à minima, nous, ce qu'on attend dans le cadre du programme CARE, ça sera bien sûr qu'il y ait le premier travail sur le volet système d'information. Alors, concernant la question sur les attendus entre CARE et la certification HAS, la certification HAS aujourd'hui, le critère PCRA est bel et bien dans le volet sur la cybersécurité et les services numériques. Donc l'audit HAS ne regarde le PCRA métier que sur les scénarios système d'information. Ils n'attendent pas à ce jour que le PCRA couvre les autres scénarios d'indisponibilité. Et alors effectivement, pas simple d'avoir le temps des personnes sus-mentionnées, mais on va vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour mener la démarche auprès de gens qui sont forcément débordés et qui n'ont pas beaucoup de temps à nous accorder. Alors,
Je vais simplement répondre maintenant à cette question, parce que je n'y reviens pas beaucoup après, mais que vous m'avez posé plusieurs fois. Mode dégradé, PCRA. Les modes dégradés sont une première réponse de continuité d'activité. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont construits pour faire face à des pannes. Et donc, les modes dégradés sont construits pour un dysfonctionnement isolé, en général une application qui ne fonctionne pas, et sur des délais de 24, 48, grand maximum 72 heures. Et donc, en fait, ce qu'on voit, et c'est très surprenant quand on le voit et quand on le vit physiquement lors des cyberattaques dans les hôpitaux, c'est que quand on arrive à l'hôpital à J1 ou J2, dans les services, tout va bien. Tout le monde dit non, mais nous, mode dégradé, en plus on a dépriorisé, on a déprogrammé, limite, on n'a pas beaucoup de travail, en plus on n'a pas à remplir l'informatique, donc tout va bien. Et en fait, vient en général à J+3 un mur très violent où on se rend compte que ces modes dégradés ne peuvent pas aller plus loin, et en plus on se rend compte des impacts des modes dégradés de tout le monde entre eux. Parce qu'au bout de 2 ou 3 jours, je commence à me rendre compte que mon laboratoire de biologie, il met 8 heures à me rendre les résultats urgents au lieu de mettre 30 minutes ou 1 heure. Parce qu'au bout de 3 jours, la pharmacie commence à avoir des problèmes, parce qu'après avoir délivré comme ils pouvaient, ils ont des problèmes de suivi d'inventaire et de stock. Parce que mon mode dégradé à l'admission des patients, qui était que j'avais 1000 plaquettes avec des numéros réservés pour l'enregistrement des patients, et bien, arrivé au 1001e patient au bout de 3 jours, parce que j'ai 330 passages par jour, là, je n'ai pas de solution. C'est tout ça, en fait, qui aujourd'hui n'est pas couvert dans les modes dégradés, et le PCRA pousse à avoir cette réflexion de durée et d'impact systémique avec les interdépendances au sein de l'établissement. Et encore une fois, comme je le disais, l'autre différence, c'est que les modes dégradés aujourd'hui, ils sont exclusivement dans les services de soins, plus rarement déjà dans les plateaux médico-techniques qui sont pourtant là où les cyberattaques nous créent le plus de difficultés, et jamais dans les fonctions support, jamais dans le mode de fonctionnement de l'équipe informatique, jamais au niveau logistique. Et tout ça, c'est ce que le PCRA vise à donner comme extension. Alors, comment est-ce qu'on mène ce projet ? On commence par une phase importante de bilan d'impact sur l'activité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on utilise cet outil pour essayer d'objectiver ce qui est plus ou moins critique, comprendre de quoi on a besoin pour mener l'activité si elle est critique, et ce que je viens de mentionner, les interdépendances. Parce que si on fait l'erreur de dire que telle activité de l'établissement n'est pas critique, sans identifier qu'en fait elle est un entrant indispensable pour une activité hautement critique, et bien forcément on va briser la chaîne de criticité. Et donc c'est cette prise de hauteur et de transversalité qu'on se force à faire par cet outil. Donc le BIA, c'est un processus qui se fait par entretien, et puis je ne vais pas beaucoup plus en parler parce que je pense que côté Lille, vous pourrez nous expliquer comment vous l'avez mené et combien de temps ça prend. Mais en tout cas, c'est essayer dans le temps le plus court possible, avec l'encadrement de l'entité à laquelle vous vous adressez, prioriser, évaluer la criticité, prioriser et faire l'inventaire de ce dont on a besoin. Et pour essayer d'objectiver cet impact, dans le kit, on identifie ces critères qui sont sur le plan juridique. Est-ce que l'interruption de cette activité de l'établissement va entraîner des sanctions, potentiellement des sanctions pénales? Est-ce que l'interruption de cette activité va avoir un impact médiatique de niveau national? Quel est le retard opérationnel qu'on va accumuler et qui n'est pas tolérable par l'interruption de cette activité? Bien entendu, les pertes de chance pour le patient, bien entendu, les risques pour la santé et la sécurité physique et psychologique du personnel. Et puis, est-ce que l'interruption de cette activité va entraîner des pertes financières qui vont mettre la survie d'établissement à risque? C'est un outil qui évidemment n'est pas parfait, mais l'objectif, c'est de se dire, voilà, on va simplement poser la grille de lecture, parce que si on pose la question à quelqu'un, évidemment,
toute personne à qui vous demandez « Est-ce que votre travail est important ?» vous répondre oui, et c'est naturel. Et donc, en se forçant, entre guillemets, à se poser la question au prisme de ces éléments-là, on se facilite le fait de dire « Vous voyez, oui, ce que vous faites est important ». En tout cas, il n'est pas critique parce que sur ces critères-là, il ne va pas mettre en danger la survie d'établissement immédiatement. Donc, on peut se permettre de laisser votre sujet pour un peu plus tard dans la résolution de la crise. Et c'est ça qui est très important parce qu'une démarche de PCRA qui conclut à on doit tout maintenir en mode nominal à 100% tout le temps n'est qu'un échec parce que c'est matériellement infaisable. Et donc, c'est cette démarche, cette réflexion et du coup cette pédagogie auprès des gens à qui on parle qui est très important pour faire le tri et se donner un objectif de continuité qu'on sait pouvoir tenir. Et une fois qu'on a fait ce travail, on a l'outil opérationnel dont je vous parlais qui est la fiche service. C'est concrètement un fichier Excel, vous le verrez tout à l'heure, dans lequel j'ai la liste de mes activités prioritaires dans mon service. J'ai du coup les solutions de continuité d'activité auxquelles on a réfléchi en amont et que je sais pouvoir activer, les besoins qui y sont associés et les solutions de reprise. Je reformule, ça veut dire que moi, responsable de telle équipe, je sais que quand la cellule de crise hospitalière annoncera activation du PCRA, je dois faire ça et ça comme activité. Les 3/4 des activités de mes équipes ne sont plus prioritaires. Je vais donc réaffecter toutes les personnes de mon équipe sur les 2 choses qui sont très importantes que l'on doit maintenir. Je sais, parce qu'on l'a prévu, qu'en 72 heures, j'aurai un ordinateur pour mon équipe et on sait pourquoi on a dit qu'on pouvait se contenter d'un ordinateur et on sait à quoi on va l'utiliser. Et je sais que quand on sortira de ce mode dégradé, je vais avoir un processus pendant lequel, exemple, je vais devoir demander 4 personnels intérimaires pour pouvoir faire de la reprise de données de choses qu'on a travaillées en papier. C'est ce niveau-là très opérationnel que l'on vise dans ce document. La définition de service, c'est une bonne question, ou d'unité organisationnelle. On n'a pas trouvé de définition absolue pour tout le monde, parce que dans certains établissements, ça sera un service, dans d'autres, ça sera au niveau du pôle, c'est assez complexe. Il y a une définition dans le kit qui vous est proposée qui est de dire que c'est une unité cohérente de gens qui travaillent ensemble au quotidien en utilisant les mêmes outils et les mêmes processus, les mêmes procédures. Je ne sais plus exactement comment la formuler. C'est une définition un peu qu'on a voulu la plus précise mais flexible possible pour faire comprendre cette notion d'équipe. C'est des gens qui font la même chose de la même manière. Si vous prenez ça, vous avez le bon périmètre pour un bout du PCA. Et au-dessus de cet outil opérationnel qui est la fiche service, vous allez avoir un plan de continuité et de reprise d'activité cadre qui est un document cadre. De la même manière que vous avez des politiques de sécurité système d'information, que vous allez avoir des politiques de beaucoup d'autres choses, c'est un petit peu la partie doctrinale dans laquelle on va retrouver comment se fait la gouvernance de la continuité d'activité dans l'établissement, qui en est responsable, quels sont les grands principes, et notamment quel est l'engagement. Et ça, c'est une notion qui est très importante. On a cherché à trouver une définition absolue de ce que devrait être la cible de continuité d'un établissement. On ne l'a pas trouvé, parce qu'effectivement, chaque établissement est différent. Donc, c'est dans ce document cadre qu'on va pouvoir dire mon objectif en tant que directeur général de tel établissement, c'est qu'en tout temps, on doit assurer, par exemple, notre maternité, parce qu'on est la seule maternité N3 du département. Et on doit assurer notre filière AVC, c'est la seule du département. Et je veux que les services de soins critiques puissent assurer au moins 50% de leur flux habituel. Tout ça, ça va dépendre de la territorialité de l'offre de soins, ça va dépendre de la réalité de l'établissement. Donc, très important, c'est ce document cadre qui définit les objectifs que l'on souhaite atteindre. Et par rapport au commentaire qui vient d'être posté, effectivement, la réponse, et c'est le but de ce plan de continuité de reprise d'activité, dans un scénario de cyberattaque, la réponse n'est jamais informatique, au moins les 3 premiers jours. Et c'est pour ça que ce PCA doit être mené en faisant comprendre à tout le monde que les solutions de continuité doivent être
d'ordre non informatique. Alors, je reviens sur la conduite du projet. Bon, c'est un projet qui se conduit comme un projet. Il y a un comité de pilotage qui doit être à un niveau de direction générale, de manière générale. Un comité de suivi avec le responsable de continuité d'activité, le responsable du plan de continuité et reprise d'activité, qui est chef de projet, finalement. Et puis, autour de lui ou d'elle, on va pouvoir amener des compétences autres. C'est vrai que typiquement, c'est intéressant aujourd'hui d'avoir un RPCRA qui va être au niveau de la direction qualité, que dans le comité de suivi, on ait le RSSI, qu'on ait quelqu'un de la DSI, par exemple. Donc ça se compose et vous avez des aides méthodologiques dans le kit pour la composition de ce comité. Comme je vous le disais, un référent, il faut absolument avoir quelqu'un de désigné comme porteur du sujet. Et puis après, chaque service, dans la définition que je vous en ai évoquée, va être un contributeur. Et donc, tout ça, ça se fait comment? De manière intelligente et pragmatique. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument souligner. Je vous le disais au début, on ne va surtout pas attendre qu'il y ait des PCA avec une visée de certification ISO 22301, parce que ça, c'est des projets qui prennent 3 ans minimum. Et ce n'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui, on veut des choses pragmatiques. On en a mené plusieurs dans la phase pilote et puis depuis le début de l'année sur le terrain. L'expérience montre aujourd'hui qu'en se donnant un premier périmètre restreint, on peut, en moins de 6 mois, déjà faire le tour de quelques services, avoir les fiches services, faire une première strate de restitution et implémenter une démarche. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment, vraiment souligner et insister. Donnez-vous un objectif réalisable par petites briques pour rapidement incrémenter la résilience de l'établissement plutôt que de chercher à mener un méta-projet qui, en fait, tout ce que vous allez risquer, c'est de subir une cyberattaque alors que vous n'aurez toujours pas fini de délivrer votre PCA. Donc 6 mois, vraiment, vraiment, je vous confirme, c'est atteignable et réalisable. Il y a certains établissements, effectivement, de plutôt petites structures, où là, depuis le début de l'année, on a réussi à faire des PCRA très complets à leur taille en moins de 3 mois. Ça implique la disponibilité des interlocuteurs. Alors, en termes de méthodologie, je vais passer assez rapidement parce que c'est ce qui rentre après dans la partie appropriation du kit et qui est décrit dans les fiches de méthode qu'on y a mis. Mais simplement sur ces solutions de continuité et reprise d'activité, je vous l'ai dit, elles vont plus loin que les modes dégradés et elles insistent lourdement sur « je travaille avec un manque » plutôt que de simplement dire « j'attends que la solution informatique revienne ». Donc, d'abord, on se pose la question, OK, on a vu que cette activité était critique. Pourquoi et comment est-ce qu'elle doit reprendre? À quel moment est-ce que j'active soit la continuité, soit la reprise d'activité? Qu'est-ce qu'on mène comme action? Qu'est-ce que les gens doivent faire? Et du coup, de quoi est-ce qu'on a besoin, encore une fois, de manière réaliste pour atteindre cet objectif? Cette démarche, conduite sur toutes les activités critiques, doit permettre 2 choses. D'une part, identifier ce qu'on peut faire, entre guillemets, avec les moyens du bord. D'autre part, identifier des points critiques dont il faut assurer la continuité et sur lesquels on a des besoins qui doivent être anticipés. Je reviens encore sur ce scénario de cyber. C'est cette démarche qui va vous permettre à la fin de dire il faut raisonnablement qu'on ait une capacité de 50 PC qui peuvent être distribués propres en 48 heures, parce qu'aujourd'hui, on a identifié que c'est le minimum vital pour qu'on puisse travailler correctement dans ce mode dégradé. Et ça, c'est important. Il ne faut pas se dire qu'on peut tout faire sans aucune solution. Il ne faut pas non plus chercher à trouver des solutions dotées pour tout le monde. Il faut trouver le bon équilibre. Et ça, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de prise de recul, c'est beaucoup de temps à challenger les gens qu'on a en face de nous pour arriver à une solution équilibrée. Alors, très rapidement, je vous le disais, ce plan de continuité d'activité, plan de continuité de reprise d'activité, il vit dans le temps comme n'importe quel plan de gestion de crise. Donc, il passe par des exercices, des retours d'expérience, de l'amélioration continue, de l'actualisation. Donc, il faut être conscient que ce n'est pas un one-shot,
il faut que la personne qui est responsable du plan de continuité et reprise d'activité ait une activité annuelle de maintien en condition et de mise à jour. Alors, pour faire tout ça, et avant que je passe la parole du coup à nos amis de Lille pour le retour d'expérience très opérationnel, ce qu'il y a dans le kit à votre disposition. Il y a la fiche de fonction du RPCRA pour aider, faciliter à la désignation, nomination au sein de l'établissement avec les rôles et responsabilités qui lui incombent. Il y a une fiche méthodologique sur la conduite, le pilotage, les rôles et les responsabilités du comité de pilotage, du comité de suivi. Il y a la fiche explicative de la conduite de l'entretien de bilan d'impact sur l'activité, l'utilisation de l'outil lui-même, outil qui est, comme je vous le disais, ni plus ni moins qu'un simple fichier Excel, sans macro, bien sûr. La fiche méthodologique sur l'identification des solutions de continuité et la fiche sur le maintien en condition opérationnelle. Donc, tout ça, c'est des recto verso purement méthodologiques pour aider à comprendre ce qui est attendu. Également, je vous le disais, ce document de cadrage, cette politique de gouvernance du plan de continuité et reprise d'activité, il y a un document de présentation PowerPoint prêt à être adapté, tranché pour présenter en comitologie. Et puis, vous avez déjà le PCRA cadre qui est pré-rempli pour essayer de, au maximum, limiter le temps de rédaction. Et puis, vous avez ce fameux fichier Excel, le fichier de BIA. Tout ça, donc, sur le kit de l'ANS, divisé en 4 parties pour ne pas avoir des archives trop importantes. Encore une fois, dans l'optique de dire on vous met à disposition quelque chose, on a essayé d'expliquer au mieux comment s'en servir, comment se l'approprier. Donc à l'issue d'une phase pilote avec 27 établissements qui ont partagé. Des choses sont en réflexion au niveau ANS pour accompagner sur un temps plus long de pédagogie et de formation. Mais en tout cas, le message principal à ce stade, c'est cette continuité de reprise d'activité est de manière très claire et très évidente le seul et unique salut pour tenir plusieurs jours, plusieurs semaines dans un établissement qui a subi une cyberattaque, notamment. Que la méthodologie, on l'a vraiment beaucoup travaillé pour qu'elle soit la plus simple et accessible possible. Et qu'à partir de là, c'est une question d'appropriation à la hauteur des moyens que vous pouvez y passer. Et chaque petit incrément que vous allez faire dans le cadre de ce projet va de toutes les manières vous apporter une capacité de résilience. Mais je pense que le retour de nos amis de Lille va vous permettre de mieux comprendre cela. Nathalie. Bonjour à toutes et tous, ravie d'être avec vous et puis impressionnée par le nombre de connexions. Donc, je suis avec Thomas Aubin pour vous faire un petit retour de notre expérimentation sur la partie PCA. Donc, Thomas, je te laisse te présenter. Je reprends la main après, si tu veux bien. Pas de souci. Bonjour à tous ceux qui me saluent en direct, Thierry et Richard. Donc Thomas Aubin, le responsable de la sécurité des systèmes d'information du groupement hospitalier Hôpitaux Publics Grand Lille, avec comme établissement support le centre hospitalier universitaire de Lille. Donc avec Thomas, on fait un binôme de choc depuis un certain mois, en tous les cas très sollicité. Donc pour ma part, je suis directrice et j'ai en charge la direction qualité, risque, expérience patient et développement durable du CHU de Lille, du centre hospitalier d'Armentières qui est à J34 d'une cyberattaque. Donc on est dedans et on teste en direct. Et je pilote cette démarche également pour le groupement hospitalier Hôpitaux Publics Grand Lille. Donc on est ravis d'être avec vous et on a eu la chance effectivement de participer à l'expérimentation. On va tenter de vous expliquer un petit peu comment on a mis en place cette méthode et puis un petit peu là où on en est et répondre surtout à vos interrogations. Je vous laisse dérouler le diaporama. C'est oui. libre ? OK. Très bien, on peut passer celle-ci. Merci. Donc, on vous parle d'où? On vous parle de l'hôpital de Lille, du CHU de Lille, que vous voyez ici sur l'écran. Alors, la particularité de ce centre hospitalier universitaire, c'est qu'il est effectivement l'établissement support
du groupement hôpitaux publics Grand Lille, donc qui comprend 10 établissements hospitaliers, pour certains assez grands, hein, comme Roubaix-Tourcoing pour ceux qui les connaissent, et puis d'autres établissements de plus petite taille, avec de l'activité MCO, SSR, bien sûr, de psychiatrie, de médecine légale. Nous avons aussi plusieurs établissements en extérieur, notamment des CMP, une UHSA. Sinon, tous les établissements sont regroupés en fait sur un site unique qui fait à peu près 60 hectares en propriété propre et 350 hectares pour le campus. Nous avons aussi sur le GHT 23 structures médico-sociales, donc je confirme hein, pour ceux qui posaient la question que bien évidemment la démarche elle est applicable aux structures médico-sociales. C'est pour le CHU de Lille le fonctionnement en journée d'une ville de 35 000 habitants avec énormément de structures et vous l'imaginez, énormément d'outils à disposition de ces professionnels. Pour le GHT, c'est à peu près 23 000 professionnels, pour le CHU, 16 000 professionnels. Voilà pour le lieu d'où on vous parle. Je copilote également toute la démarche SSE de l'établissement. Et cet établissement est aussi l'établissement sanitaire de la référence l'établissement sanitaire de référence pour la zone nord sur l'ensemble de la démarche SSE. Donc à ce titre-là, on est en renfort de l'ensemble des établissements pour tout ce qui est situation sanitaire exceptionnelle. Donc l'objectif de cette démarche PCA, Céline l'a dit tout à l'heure, hein, pour nous, c'est vraiment d'anticiper, de préparer le SSE. Donc on était déjà engagé dans cette démarche, bien évidemment, en tant qu'établissement ESR. Et puis c'est évidemment de maintenir l'activité en cas d'indisponibilité des différentes fonctions qu'on a évoquées là, même si on s'est centré, nous, dans un premier temps, sur le système d'information. Et dans le développement, on vous expliquera ce qu'on a mis en place pour le volet ressources humaines, bâtiments et fournisseurs ou matériels. Notre objectif, c'était bien évidemment aussi de faire face à la menace cyber qui était grandissante, bien évidemment, de sécuriser les professionnels, parce que c'est quand même notre sujet majeur quand on travaille sur du SSE, et puis de sécuriser la prise en charge des patients. Bien évidemment, le contexte, c'est Vigipirate. Je vous rappelle qu'on a eu aussi un attentat dans le Nord à Arras il n'y a pas très longtemps et que, bien évidemment, ce sujet-là était très d'actualité pour nous. Et puis, le contexte de la préparation des JO, je pense qu'on ne peut pas le négliger. Et en tous les cas, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, en fait, on a cette activation et cette préparation qui est en cours avec une échéance très, très courte. Les leviers, on en avait plusieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, établissement de santé de référence pour la zone nord, mais aussi une maturité des équipes, puisque avec l'équipe SI, il y avait déjà l'élaboration du plan blanc numérique qui était déjà en route, en fait, sur notre établissement, justement, dans le cadre des SSE. Et le plan blanc numérique, nous, on l'a bien intégré, bien sûr, dans l'ensemble de notre dispositif SSE, ça en fait partie, et bien évidemment, les PCA et PCRA également. Donc, on avait une maturité des professionnels puisqu'on travaille beaucoup sur la cartographie des risques associés et ça nous a été très, très utile. Donc, comme je le disais, on a été retenu dans cette démarche avec enthousiasme et plaisir. Le sujet, bien sûr, pour nous, c'était qui va s'occuper de ce projet, qui va le piloter. Et très rapidement, avec Michael Ten, le directeur des systèmes d'information sur le CHU et sur le GHT, ça a été évident que ce n'était pas le secteur SI qui pilotait seul cette démarche, puisque bien évidemment c'était un des volets majeurs, mais que c'était bien forcément l'établissement et le pilotage SSE qui reprenaient cette démarche. Donc on a mis en place et on a été très contraint par l'organisation et le timing, puisque la démarche s'est déployée entre le 29 septembre et le 29 novembre. Donc, on a eu un temps très, très court. Donc, on a fait un petit groupe restreint avec un comité de pilotage, bien sûr, assez classique, mais avec un seul représentant de la direction générale, en l'occurrence Angélique Bizou, notre directrice générale adjointe, et puis un petit groupe resserré autour de Thomas Aubin et moi-même, le coordonnateur SSE, Jean-Louis Mouton, au niveau de la DRN des représentants à travers Michael Ten et Linda El-Khattabi, et puis des ingénieurs qualité qui ont pu être associés, en particulier Alison Van Delabost, qui ont pu travailler avec nous sur le sujet très rapidement. Donc vraiment une toute petite équipe qu'on a centrée
et qu'on a souhaité mettre en rythme avec Thomas, puisque nous avions donc une réunion hebdomadaire, au même titre que la réunion de pilotage se faisait de manière hebdomadaire tous les vendredis. Nous avions notre réunion hebdomadaire pour justement avancer au même rythme dans le projet. Thomas, je te laisse prendre la suite. Oui, je prends la suite et pour répondre à la question qui vient d'être posée, la DRN, c'est la direction des ressources numériques au niveau du CHU de Lille. Alors, la slide d'après, c'est l'identification des services pilotes lors de la phase initiale. Donc, on a répondu à la commande. Donc, on nous avait demandé d'identifier 4 sites pilotes. Donc, nous y sommes allés. Et donc, on a voulu adresser pas forcément que des unités de soins. Donc, dans l'unité de soins, on a fait effectivement le choix des urgences pour répondre aux critères critiques. Mais après, nous sommes allés aussi taper dans d'autres directions. Et donc, nous avons travaillé autour de l'unité de production culinaire. En DRH, nous avons travaillé autour du processus de rémunération et nous avons travaillé sur la stérilisation. Alors le choix, effectivement, c'était en fonction du niveau de criticité de certains process, mais également en regard du niveau de maturité de certains sujets au niveau du CHU, parce que voilà, même si on n'avait pas encore forcément fait la démarche PCRA telle qu'identifiée dans le kit, on avait quand même déjà une vue de la maturité de certains sujets, notamment en fourniture de processus, de procédures, on y reviendra juste après. Et donc voilà, on est allé sur des secteurs différents où on savait qu'il y avait différents niveaux de maturité pour se tester un petit peu et pour voir le fonctionnement du kit. La slide d'après, elle vous présente la démarche qu'on a élaborée au niveau du CHU. Sous forme d'un petit tortillard à 9 cases. L'objectif étant de passer par les 9 cases pour arriver au bout de la première itération, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose sur lequel, après, derrière, il faut installer le processus qualité en mode route d'Hemming. Donc voilà, le processus est le suivant. Bien entendu, pour adresser un service, il faut d'abord identifier les référents qui agiront pour le nom de ce service. Alors, les référents, ils sont à plusieurs titres. Au sein de la qualité, pour mener le kit PCRA de manière globale, au sein de la direction des ressources numériques pour faire la partie système d'information, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Nathalie Borne, c'est la première partie qu'on a souhaité travailler. Puis bien entendu, identifier les référents terrain, puisque ce seront eux qui vont nous valider les informations qu'on aura pré-renseignées dans l'outil BIA. Donc, première case. Deuxième case, le pré-remplissage, justement, très important. Effectivement, Nathalie le disait, on a quand même un existant au niveau du CHU, on a de la documentation, on a des gens qui sont résilients sur les systèmes, on a des gens qui savent faire. Et donc, voilà, on a une GED qui a été documentée. Donc, tout ça nous permet de faire un pré-remplissage du fichier Excel BIA qui est dans le kit. Et donc, voilà, ça a été un travail mené notamment par les ingénieurs qualité, les référents qualité, et bien sûr sur base des éléments qui sont disponibles dans la GED du CHU. Et puis après, on en profite au travers de l'établissement de ce PCRA pour vérifier un certain nombre de documents et de processus disponibles ou non au sein du CHU. Donc, les process métiers qui sont indispensables aussi pour remplir le BIA, les analyses de risque, matrices de risque, cartographie des risques qui sont aussi, selon nous, des entrants indispensables pour l'application et l'écriture des PCRA. Et puis, une fois qu'on avait fait ça, on passait à l'onglet indisponibilité des systèmes d'information dans le fichier BIA. Et donc là, on faisait effectivement intervenir les référents de la direction des ressources numériques pour traiter des premiers temps dans l'indisponibilité système d'information. C'est la discussion qui a eu lieu juste avant avec l'intervention notamment des modes dégradés. Donc voilà, c'est pour ça que la direction des ressources numériques intervenait pour enseigner les premiers temps. Et puis sur les seconds temps, c'était la réflexion, on va dire, du passage en mode papier qui devait intervenir. Une fois que ce pré-renseignement, donc les 3-4 premières cases étaient faites, les pré-renseignements ont basculé dans la confrontation terrain. Et donc, on va voir les référents sur le terrain avec les informations pré-renseignées dans le fichier. Et donc, on confirme, on infirme les informations et on modifie autant que de besoin ce qui peut être renseigné dans le fichier. En parallèle de cette action-là, effectivement, pour traiter les modes dégradés informatisés, on en profite pour vérifier sur le terrain que les postes informatiques mode dégradé sont connus, que les PC sont identifiés, que tout le monde sait s'en servir, que l'imprimante connectée en USB est fonctionnelle. Donc voilà, c'est une petite case qui a son importance. Ensuite,
une fois que le fichier BIA est construit, c'est un fichier de travail, mais ce n'est pas la restitution. Donc, on travaille ensuite à la production des fiches synthèse. Alors, il me semble que Célim a utilisé une autre sémantique tout à l'heure, mais voilà, nous, on les appelle les fiches synthèse. C'est la restitution finale qu'on fournit aux professionnels. Après, on travaille aussi sur la Crashbox. Alors ça, on en parle juste à la slide d'après, mais la Crashbox, c'est quand on n'a plus d'informatique depuis un moment, comment on fonctionne. Et puis ensuite, il y a toute la phase, effectivement, la dernière case de communication, puisqu'on a produit des choses, et bien entendu, il faut les communiquer sur le service pour que chacun soit sachant sur le sujet et puisse utiliser le PCRA. La slide d'après, s'il te plaît, Célim, pardon, je vais y arriver. La slide d'après, elle nous représente donc le tortillard en version condensée. Et ça, c'est l'état de la phase d'initialisation à la fin du processus. Voilà, quand on était fin novembre, c'est l'état dans lequel nous étions sur les 4 services qui sont représentés ici. Donc la stérilisation, l'unité de production culinaire, l'aspect rémunération et sur l'urgence où on s'est focalisé sur la clinique chirurgicale de l'urgence. Voilà, nous avions un état à 100% sur la stérilisation, puisqu'ils étaient déjà très avancés dans les aspects de PCRA, et donc il n'y avait que de la consolidation à faire pour récupérer les éléments. Sur la clinique chirurgicale de l'urgence, on a beaucoup travaillé, on avait pré-renseigné, on avait déjà une première rencontre, et il fallait challenger un petit peu les éléments qui avaient été pré-renseignés et travailler sur quelques éléments du PCRA. Sur l'unité de production culinaire, il y avait certains processus qui étaient très bien travaillés, sur lesquels il y avait des PCRA, et il y avait un processus où il y avait une absence, donc c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre 70%. Et sur le process de rémunération, effectivement, on met 20%. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a rien qui existe, ce n'est pas que les gens ne savent pas faire, mais c'est qu'il faut documenter et processer. Et ça, c'est un manque. Donc voilà pourquoi on est arrivé à 20% à la fin de la phase pilote. Et puis après, donc sur la slide d'après, je le mentionnais dans la 8e case du petit tortillard, la Crashbox. Donc effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, le PCA, ça s'inscrit dans le temps long. Et donc il y a une phase où on a encore de l'informatique et où on a les modes dégradés. Et puis il y a un moment, il y a une phase où on n'a plus rien. Et donc cette phase-là, c'est ce que nous, on a appelé la Crashbox. Alors on s'est un petit peu inspiré de ce qui s'était échangé pendant la phase pilote. Et donc cette Crashbox, concrètement, c'est disposer d'un minimum commun documentaire qui permet la résilience de l'activité dans les services. Il fallait bien entendu identifier les documents nécessaires, voilà, les regrouper dans un pod, d'un plan d'organisation de données, et puis après travailler aussi sur les aspects logistiques qui permettent de retrouver cette Crashbox facilement, de l'utiliser et de la dupliquer autant que de besoin, avec un objectif complémentaire qui était de réduire le nombre de documents utiles à l'échelle d'un CHU, puisque chez nous, c'est, je ne vais pas dire de bêtises, mais me semble-t-il 276 services, le CHU de Lille. Et donc forcément, on ne peut pas avoir 10 documents dans 276 services différents, sinon on arrive avec un volume documentaire énorme. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire ce nombre minimum à l'échelle du CHU. Et puis derrière, l'installation d'une commission qui pourrait instruire et valider les nouveaux documents entrant dans la Crashbox. Nathalie, je te repasse la parole. Oui, et je vois plein de questions qui arrivent en parallèle. Donc, peut-être juste avant de poursuivre, répondre au moins à une ou deux questions. Si on n'a pas de carto des risques, si on n'a pas de process formalisé, est-ce qu'on peut faire un BIA? Donc, comme vous l'a dit Thomas Aubin tout à l'heure, c'est vrai que dans les choix des premiers services qu'on a commencé à mener, on a justement choisi des services qui avaient des process, des cartos qui étaient faits. Et du coup, on a gagné du temps, on a été très, très vite. Le langage était fluide avec les services parce qu'on a pu pré-renseigner. Par contre, les services sur lesquels il n'y avait pas de process, comme on l'a présenté là dans les résultats, eh bien, on se rend compte que c'est plus compliqué et qu'il faut en passer par là. Alors, on va très vite, comme l'a dit Célim tout à l'heure, il n'est pas question de faire un processus dans toutes ses dimensions, mais en tous les cas, on va très vite et on les aide bien sûr à le formaliser, mais ça nous paraît être indispensable, bien évidemment, d'avoir des process et des cartos qui soient identifiés. En tous les cas, de manière très, très simple. Donc ça, c'était pour répondre au moins à une des questions qui est évoquée. Et en complément là-dessus, en fait, si vous n'avez pas de cartographie des processus, le fait de passer par les entretiens de BIA va vous faire identifier les processus, et donc vous allez en tirer un double bénéfice, l'inventaire des processus et la continuité d'activité.
C'est bien évidemment le cas et c'est pour ça que nos équipes sont mixtes hein, pour les réalisations, ingénieurs qualité et puis experts métiers, experts ARN et puis les experts métiers bien évidemment. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, une fois qu'on a eu fini notre bilan d'étape, là, le 29 novembre, on a souhaité élargir notre démarche avec nos réussites, nos succès, mais aussi nos difficultés. Et en tous les cas, on a souhaité élargir le comité de pilotage avec un objectif, c'était de poursuivre la démarche bien évidemment, mais surtout aussi de la poursuivre en anticipation donc des JO pour préparer bien sûr les équipes au maximum. Et on a élargi le comité de pilotage à des services qu'on a pré-identifiés qu'on va vous présenter juste après, en renforçant un petit peu la task force opérationnelle avec notamment du renfort DRN et puis les renforts bien sûr métiers, et puis mobiliser l'ensemble des acteurs du terrain. On a mis en place, vous voyez là qu'on vous a mis la petite chouette et puis Teams, parce qu'on a mis en place l'outil Teams pour travailler avec les équipes, c'est-à-dire que tout est sur Teams avec les équipes qui partagent au fur et à mesure et qui pré-remplissent au fur et à mesure. Donc, ce qui nous permet à Thomas et moi d'avoir cette vision centrale de tout ce qui se passe aussi et toutes les semaines de refaire le point sur les avancées et aux équipes de partager aussi ensemble à la fois leur réussite et puis les questionnements qu'ils ont. Et tous les documents sont partagés, les clics, les outils, les process, etc. ensemble. Riskadoc, en fait, c'est notre outil de gestion documentaire au niveau du CHU. Hein, c'est le logiciel ENOF qu'on appelle Riskadoc, risque, qualité et documents. Donc, bien évidemment, on a aussi découvert qu'il fallait faire notre PCA hein, pour notre gestion documentaire établissement. Parce que bien évidemment, s'il n'y a plus d'indisponibilité informatique, ça va être un des sujets. Et on a souhaité, dans le comité de pilotage, peut-être vous donner cette étape-là, concernant l'indisponibilité RH, bâtimentaire et fournisseur, qui est évoquée tout à l'heure. Nous, on a souhaité en fait demander aux directions support de travailler en fait sur le BIA au niveau central et établissement, donc pour l'ensemble de notre grosse boutique, pour qu'après, en fait, les équipes sur le terrain disposent de ce BIA et l'ajustent éventuellement, si nécessaire, aux différents services. Donc voilà, ça, je le porte à votre connaissance. C'est pour ça qu'on n'a pas fait les différents volets RH, bâtiment et fournisseurs pour chaque secteur. Et j'en profite également pour dire que dans les référentiels de certification, il y a un critère sur la partie disponibilité RH qui est le critère 3303, juste pour compléter ce que disait Céline tout à l'heure. Et il y a bien un objectif qui est de pouvoir donner ces éléments également. Donc, diapositive suivante. Donc, on s'est fait un calendrier, bien sûr, avec un planning très, très resserré, là, de décembre au 1er juin 2024, avec un objectif, et vous avez le livrable qui se trouve à droite pour tous les services, des présentations régulières. Thomas Aubin et Alison Van Anabost et Jean-Louis Mouton ont animé les formations auprès de tous nos référents. Ingénieurs qualité, référents DRN et les référents métiers. Donc, en visio, bien évidemment. Visio enregistré et mis à disposition sur le Teams pour les retardateurs, ceux qui ont besoin de revoir la formation. Donc, formation au kit-outil. Et puis, on a fait, bien évidemment, des présentations à toutes les instances et on fait des présentations de nos points d'avancée. Et lors de nos copiles, on a préparé par exemple ce matin le prochain copile, on fait un état d'avancée très précis de là où on en est et on suit notre plan d'action qui est validé en comité de pilotage, où on en est de la réalisation de la crashbox, de la formation des professionnels, de l'appropriation des outils, des fiches synthèse, etc. Donc là, calendrier très serré. Donc concernant les services que nous avons identifiés en fait sur la suite, diapositive suivante. Donc, vous voyez, nous, on est très simple hein, dans nos réalisations. On fait des schémas tout à fait faciles, parfois très, très infantiles d'ailleurs. Vous voyez en orange nos 4 services qui avaient été pré-identifiés dans la phase pilote. Et ensuite, les services que nous avons identifiés pour la suite de notre dispositif. Alors, comment on a construit ça? C'est pareil, on les a travaillés selon les process qualité. Hein, puisqu'on avait travaillé sur les urgences, on a pris le parcours du patient. Le patient, il arrive par le SAMU, il passe par le BE, il a des examens de laboratoire, il aura du brancarnage, de l'imagerie et il va être hospitalisé dans un des différents services
Pour l'UPC, on a pris le process. L'UPC, pour produire des repas, ils ont besoin d'approvisionnement, il y a du transport, ça va vers les services de soins, les selfs, et ça nécessite tout ça, bien sûr, encore du transport. La stérilisation, elle travaille en lien avec la pharmacie, puis elle va livrer en fait au plateau technique interventionnel et opératoire. La DRH, elle travaille avec la direction des affaires médicales, bien sûr, sur le processus de paye. Elle travaille avec la direction des finances et avec notre trésorerie. Donc, on a identifié ces secteurs-là en priorité, en fait, pour pouvoir étendre notre démarche jusqu'au 1er juin. Et sur les 2 slides suivantes, je vais vous présenter l'état de notre avancée à la date du dernier copil. Donc, le 29 janvier a eu lieu notre premier copil à la suite de l'extension de cette démarche. Et vous voyez que à peine un mois après le démarrage, en fait, vous voyez les couleurs avec l'avancée. Les avancées et les pourcentages correspondent à ce que vous a présenté Thomas tout à l'heure sur le petit tortillard. Voilà, il y a des actions qui ont été déterminées. À ces actions sont rattachés un pourcentage. Et du coup, en fait, en fonction de l'avancée, en fait, des différents travaux, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est. Et vous voyez que très, très vite, en fait, les bulles se sont colorées et donc les services ont démarré, en fait, leurs actions. Et on a pu identifier ce qui était des points bloquants, ce sur quoi on avait à agir. Et donc, nous, chaque semaine, en fait, on travaille sur les plans d'action pour débloquer les situations qui sont à débloquer. Diapositive suivante. Voilà, c'est pour vous rassurer toujours. Le 26 février, toujours un mois après, vous voyez que toutes les bulles commencent à se recoloriser de manière différente et que les processus avancent et avancent plutôt bien. Ceux qui étaient orange deviennent jaunes, etc. Et vous avez des gradations, on commence à avoir de plus en plus de vert ou de vert clair. Et donc, nos secteurs, en fait, sont en démarche. Ce matin, on a refait un point. Les couleurs continuent d'avancer. On fera notre point le prochain, le 25 mars. Et on continue en parallèle de développer en fait nos outils, notre mallette à disposition des professionnels. Je repasse la main à Thomas pour les outils. Voilà, alors effectivement, sur le sujet de la Crashbox, voilà, on a commencé à installer un périmètre autour de la Crashbox. Donc effectivement, l'idée, c'est toujours de disposer d'un plan strict d'organisation des données et d'avoir un minimum commun de données et de documents utilisables au sein du CHU, avec une organisation et une identification de documents formalisés, convention de dommage en place. Des documents qui sont validés par un groupe de travail avec donc une shortlist vraiment commune à l'ensemble du CHU. Et donc, ce qu'on est venu rajouter autour de la Crashbox, c'est effectivement les éléments qui permettent de réagir à des sujets de cyberattaque ou à des sujets d'indisponibilité système d'information. Donc, si jamais on est dans le cadre d'une cyberattaque, c'est le PAS, donc le P, le protégé. Donc, on est venu ajouter à cette Crashbox qui va potentiellement devenir désormais une mallette, c'est les fiches cyberréflexes. Quand on est un utilisateur, on doit se déconnecter du réseau dès lors qu'on a une suspicion ou passer en mode avion si on a un portable en Wi-Fi. Donc, c'est la petite affiche que vous avez sur le côté. L'alerting, voilà, qui est géré aussi au sein du CHU avec des numéros de téléphone, avec des adresses mail et ne pas éteindre le poste informatique. Et puis le S du secourir, donc en passant au niveau de la Crashbox. Et puis, bien entendu, ça adresse les sujets de cyberattaque. Mais si jamais on est hors cyberattaque, si on est sur une indisponibilité liée à une indisponibilité machine, à une panne réseau ou des choses comme ça, bien entendu, on se renvoie vers la Crashbox. Et donc, du coup, là, on en discutait encore ce matin. L'organisation de la Crashbox est en cours de dialogue chez nous pour savoir quoi est dans quoi. Parce qu'effectivement, on a le PCA et la Crashbox est un élément du PCA. Mais est-ce qu'on intègre les éléments d'intervention immédiate, de protection immédiate dans la Crashbox? Est-ce qu'on intègre les fiches synthèse de PCA dans la Crashbox? Voilà, c'est des choses qu'on est encore en train d'investiguer pour fournir les choses les plus compréhensibles et les plus simples fonctionnellement pour les métiers. Donc la Crashbox avance et la dernière slide qu'on souhaite vous présenter, s'il te plaît Célim, la slide 15, c'est les fiches synthèse, parce que voilà, c'est ce qu'on doit au service quelque part. C'est quand il y a une indisponibilité système d'information, on fera la même chose effectivement pour les aspects RH, bâtimentaires et prestataires. Le scénario perte de système d'information à 1 heure, voilà ce que vous devez faire. Donc l'idée, c'est de mettre des petites temporalités comme ça. Et donc on a pris le principe pour l'instant de travailler à 1 heure
et à 24 heures sur la grosse maille, parce que généralement, à 1 heure, on a les systèmes qui sont encore informatisés, les modes dégradés, généralement qui périment aux alentours de 24 heures. Et donc, on est en train de travailler sur 2 phases. Et si jamais il y a besoin de segmenter plus, on segmentera plus. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir ce genre de livrable pour les services. À 1 heure, donc, ou dans l'immédiateté, vous devez fonctionner comme ça s'il n'y a plus de système d'information. Et après, à 24 heures, ou alors quand le mode dégradé informatique n'est plus disponible, vous basculez sur ce mode de fonctionnement-là qui, bien souvent, est un retour au crayon papier avec l'utilisation du support papier qu'on aura pu identifier au sein de la Crashbox. Donc voilà, ça c'est les 2 livrables qu'on doit au service au final. C'est les fiches synthèse et c'est la Crashbox, les éléments papier qui permettent de produire la prise en charge du patient, de continuer la prise en charge du patient sur le temps long. Voilà ce qu'on souhaitait vous apporter. Il y a peut-être encore une petite dernière slide. Je ne pense pas qu'elle a été mise. Ça reprenait l'ensemble de nos plans blancs, de notre organisation en fait du plan SSE. Sur la fiche synthèse, peut-être juste redire que bien évidemment, c'est une annexe de notre plan blanc numérique et que l'ensemble de cette démarche, nous avons pu la présenter bien sûr avec Thomas, moi de mon côté en collège qualité du GHT et Thomas en copile SI du GHT pour justement en fait faire profiter nos collègues. Et bien nous en a pris puisqu'on a été malheureusement victime d'une attaque. On va peut-être, merci pour tous les points levés et tout ça, mais c'est possible parce que les uns et les autres s'y mettent. Et en tous les cas, la simplicité, c'est vraiment un sujet qui nous a beaucoup aidés. Il y avait une question que j'ai vue passer rapidement qui concernait en fait les ressources qu'on avait mis à disposition de cette démarche-là. Contrairement à certains établissements pilotes, nous n'avons pas souhaité utiliser de consultants externes, ni de prestations externes pour faire cette démarche. Nous avons souhaité en fait nous approprier cette démarche et comme Céline l'a dit tout à l'heure, en fait cette démarche, elle anime aussi la qualité et la gestion de risque, la gestion de crise en fait du quotidien quand il y a des process ou des cartos qui ne sont pas faits. Donc, c'est vrai que le COPIL institutionnel se réunit 1 heure par mois, 14 personnes invitées, plus les référents qui se connectent en visio et qui sont à peu près une quinzaine, on va dire. 15-20 maintenant, ça augmente un petit peu. Voilà, ça c'est 1 heure par mois. La task force, on est 4 en présentiel, 1 heure par semaine pour travailler sur nos dossiers. Et puis, bien sûr, il y a du temps d'ingénierie, hein, le temps d'ingénierie qui permet de travailler au quotidien avec les équipes et de formaliser, qui est essentiellement porté par Alison avec les ingénieurs qualité et les référents applicatifs RN. Et on peut dire qu'aujourd'hui, Thomas, tu me complètes si tu veux bien, mais dans l'estimation grossière que j'ai faite, on y consacre 40% de notre temps parce qu'on en profite pour alimenter d'autres choses et faire d'autres choses. Donc, pour nous, ça rentre dans un tout de notre démarche complète. Et du coup, ça représente 40%. Bien sûr, c'est du gros smile qu'on fait. Encore une fois, on ne va pas dans les détails. On a fait le choix de prévoir des fiches synthèse et des actions à 1 heure d'interruption et à 24 heures d'interruption. On ne va pas au-delà. On fait vraiment du gros smile pour sécuriser les équipes et sécuriser la prise en charge. On vous remercie de votre attention et on est prêt pour éventuellement des questions. Et avant de prendre les nombreuses questions qui restent encore sur ce temps que ça prend, effectivement, hein, ça dépend de la taille d'établissement, ça dépend de la maturité, ça dépend jusqu'où est-ce que vous voulez aller. En tout cas, on a vu depuis le début de l'année, sur plusieurs établissements de petite ou moyenne taille, des démarches PCA, notamment parce que certification HAS qui est arrivée. Et lorsque c'est mené on va dire dans un établissement à taille humaine où il est facile de rapidement repérer les choses et où les interdépendances ne sont pas énormes, c'est, comme je disais dans le chat, entre 2 et 4 jours hommes de travail pour faire les entretiens et la formalisation des solutions de continuité pour un service. Évidemment, plus vous avez un grand établissement, plus vous avez d'interdépendance, plus vous avez d'informatique, plus vous avez de contraintes et plus le travail d'ingénierie va être complexe.
Peut-être on peut répondre à une des questions là. Est-ce que ça vous a servi pour votre cyberattaque? Donc, bien évidemment, sous le haut contrôle de Thomas qui est les mains dedans, puisqu'on est à J34 encore, et qu'il y passe sa vie. Très clairement, le premier élément qui fait que ça nous a été très utile, c'est d'abord notre étroite collaboration et notre travail avec les équipes terrain. D'abord, il y a une très grosse, je veux dire, l'articulation entre la qualité gestion de crise et la DRN a été ici très, très utile. Et le fait qu'on était dedans, qu'on avait déjà des réflexes, qu'on travaillait, qu'on était dans cette réflexion, et aussi le plan blanc numérique était écrit, formalisé et distribué sur l'ensemble de nos établissements du GHT avec un modèle à trous, en fait, a été pour nous déjà très aidant. Au moins de dire que dans notre tête, le process, la carto était faite et les grosses mailles de ce qu'il y avait à faire étaient connues pour nous, a été très aidant. La deuxième chose qui a été très aidante, c'est qu'on avait fait beaucoup d'exercices, à la fois au CHU de Lille et des exercices dans chacun de nos établissements. Ça a été très aidant, bien évidemment aussi. Et la connaissance des acteurs, faut pas le négliger. Et l'habitude du travail ensemble a été énormément précieuse. Thomas, je te laisse compléter. Je confirme complètement ce qui vient d'être dit. Effectivement, même si le PCRA du CH d'Armentières n'est pas rédigé jusque dans ses moindres détails, dans tous les cas, être entré dans la réflexion et la maturation du sujet permet de s'être posé les bonnes questions pour poursuivre la prise en charge du patient, effectivement, encore à J34 dans les meilleures conditions possibles de sécurité pour le patient. Et c'est bien ça qu'on vise. Et puis la démarche nous a aidé aussi pour bien formaliser notre texte. On en a échangé tout à l'heure avec Thomas. C'est vrai que la diapo qui a été présentée par Céline sur le bilan d'impact, très clairement, c'est ce qui nous a servi très rapidement pour faire à J10 le premier texte à chaud au niveau des tutelles. Et ça a été précieux. On a gagné du temps. Et donc, d'où la question, dans quelle mesure est-ce que le kit a facilité la démarche? Alors, le kit, très honnêtement, Thomas le maîtrise beaucoup mieux que moi parce que dès que c'est des tableaux, Excel, des trucs infernales, tout ça, il adore ça. Le kit, on a eu un petit peu de mal à s'approprier, il a fallu qu'on le reprenne. On sait que dans le groupe de travail, dans le groupe de pilotage sur les 27, on a fait faire évoluer au fur et à mesure. Mais ce qui nous a beaucoup aidé, ça a été vraiment de nous mettre dans la démarche, l'échange aussi tous les vendredis avec l'ensemble des établissements et le travail ensemble. Ce qui nous a aidé, ça a été la méthode aussi. Je dois dire que vous nous avez imposé un rythme assez soutenu tous les vendredis, du 29 septembre au 29 novembre, avec des rendus, avec des restitutions, avec des woodclaps en direct. Eh bien, nous, on a repris cette méthode-là et on a gardé cette méthode-là, en fait, maintenant. Et c'est vrai que ça, par exemple, ça a été très aidant. Thomas, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Complètement d'accord, effectivement. Le kit, dans tous les cas, il fournit un fichier Excel, effectivement, qu'on a torturé et trituré lors de la phase pilote. On a été même exigeant avec le nombre de cases qu'on avait de disponibles, voilà, les matrices, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et désormais, maintenant, effectivement, il faut se l'approprier. Mais une fois qu'on se l'approprie, au final, au départ, ça fait peur. Et puis après, quand on rentre dedans, ça permet d'avoir quelque chose de schématique, une procédure, et qu'il n'y a plus qu'à dérouler. Et au final, c'est extrêmement efficace. Finalement, le kit n'a qu'un seul but, c'est de permettre l'appropriation de cette méthode qui finalement est une méthode assez, et vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, Nathalie et Thomas, mais assez logique et compréhensible. Et une fois qu'on a compris le but qu'on doit atteindre avec, elle se déroule de manière assez naturelle. Oui, puis c'est une méthode, c'est encore une fois une méthode qualité. Quand on définit ses process, on identifie son risque rapidement, on identifie les risques résiduels, et après on se met des plans d'action. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, il faut rester simple. On a vu que dans la phase pilote, certains des collègues en fait se demandaient, mais si j'ai des équipes qui travaillent en 2 fois 3 heures, en 12 heures, en machin, est-ce que je découpe mon BIA en plusieurs, à 3 heures, à 2 heures, machin, etc. Faut vraiment faire du gros maille. Parce que le sujet, c'est la cyberattaque, c'est maintenant. D'ailleurs, on croit que ça n'arrive jamais, puis ça nous arrive aussi.
Et du coup, en fait, il faut vraiment essayer de penser à sécuriser les équipes et sécuriser les services. Nous, on s'est rendu compte de choses simples. On a mis dans tous les services, les 267 services du CHU, on a mis des ordinateurs qui sont déconnectés du réseau et qui sont des ordinateurs sécurisés en cas au cas où. Tout est prêt. L'ADRN a mis ça, c'est révisé, c'est vu, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait encore des équipes qui ne savent pas qu'il y a cet ordinateur dans le service et qu'est-ce qu'on peut en faire avec. On s'est rendu compte en faisant cette démarche, donc on a un vrai gros travail d'appropriation en fait par les professionnels sur le terrain et il y a un peu une urgence. Donc on utilise pour la question sur les portes en fait, quelle porte, comment on peut y aller. Ben, nous, on a vraiment utilisé ce qui existait déjà dans l'établissement. On repose sur les cellules qualité d'épaule, par exemple. On est rentré par cette porte-là. On utilise tous nos événementiels qualité, risque, etc., les visites sécurité pour aller dans les services. Et à chaque fois, on refait ces informations et on utilise tous nos supports de com pour pouvoir le faire. Merci, j'essaye de répondre rapidement à d'autres questions. Alors, le sponsor, effectivement, c'est le niveau de direction du projet et Trinôme évoqué par Arnaud Meunier, directeur PCME, directeur des soins, évidemment, c'est le triptyque magique qui vous permet de faire en sorte que le projet soit correctement porté. Les questions sur la partie téléphonie, c'est effectivement un des sujets qu'il faut traiter. De toutes les manières, c'est simple, hein, vous devez traiter tout ce qui permet à l'hôpital de fonctionner. Quelque chose qui est souvent oublié en termes de préparation de crise, c'est la gestion technique bâtimentaire. Moi, j'ai vécu un scénario de cyberattaque où j'ai cru qu'on perdait l'alimentation électrique de l'établissement pendant la cyberattaque. Je peux vous dire que j'ai sué à grosses gouttes. Donc, tout doit être porté. On a peu de cyberattaques aujourd'hui qui ont entraîné des défauts complets de la téléphonie, mais c'est un scénario qui est extrêmement majorant. Et puis, quelqu'un le citait plus en dessous. Bien entendu, pour les établissements qui ont des centres 15, c'est un sujet à traiter. Est-ce qu'il est prévu de faire évoluer le kit? Oui, on a bien sûr l'ambition. Donc la phase pilote a permis de largement triturer la V1 et la version actuelle n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait proposé en septembre, fort heureusement. Et on a volonté à collecter, voir comment s'approprier dans les prochains mois et faire une évolution. Et notamment, ce que j'ai évoqué plus tôt dans le chat, voir dans quelle mesure est-ce que ce qui pourra nous être transmis nous permettra de faire une espèce de base référentielle de ce que l'on voit apparaître chez tout le monde. Peut-être que tout le monde va faire apparaître les mêmes 5 solutions de continuité de base dans tous les services de réanimation, pour toutes les RH. On aimerait bien réussir à alimenter ça en étant bien conscient que chaque établissement reste unique et spécifique et qu'on n'aura jamais le PCRA sur étagère pour tout le monde. Oui. Céline, j'en profite là. Le SAMU, on ne l'avait pas identifié dans nos bulles, puisque le SAMU, pour nous, c'était déjà fait, hein, le centre 15, comme en DESR, que ce soit en informatique ou en téléphonique. On ne va pas dire que c'était formalisé dans l'outil BIA, mais c'était déjà formalisé et donc c'est fait. Idem pour le 3114, puisque le 3114, on avait également fait cette carte des risques et ce projet, notamment en lien avec la DGOS. Donc c'est pour ça qu'on ne les avait pas mis, mais pour nous, c'est bien clair et on a bien des solutions de repli et d'organisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera rien, mais en tous les cas, on a imaginé ça. Et une autre question là que je voyais sur les prestataires, que ce soit par exemple sur les unités de production ou même les prestataires, par exemple sur la question de la paye. Bien évidemment, on a, dans le cadre des BIA, identifié qu'on devait demander à nos prestataires de manière obligatoire, et maintenant c'est entré dans les cahiers des charges, de nous fournir leur BIA. Donc, c'est-à-dire que nous, puisqu'on en a besoin, on leur demande en systématique leur BIA, et maintenant on l'a même rentré comme un indicateur dans les cahiers des charges et dans les marchés. On veut absolument en fait leur BIA et sur tous les secteurs, c'est bien évidemment un des points qu'on avait identifiés. Voilà, ça c'était 2 questions que j'avais repérées qu'il fallait. Oui, parce qu'effectivement, cette démarche va vous permettre d'identifier des choses que vous ne pouvez pas résoudre à date et qui doivent entrer dans vos actions long terme d'amélioration, comme par exemple revoir les conditions des contrats avec vos fournisseurs. Et ça va venir alimenter la démarche qualité au sens global. J'ai vu plusieurs questions sur la mise à disposition. Tout ce dont on vous parle est depuis un mois maintenant à disposition sur la page CARE du site de l'ANS. Vous avez tous les éléments méthodologiques, vous avez le fichier, vous avez 3 fichiers pré-remplis des travaux de la phase pilote qui vont vous servir d'exemple sur comment est-ce qu'on remplit ces fichiers avec des vraies informations métiers. Donc tout ça est à disposition.
Il y a d'autres questions très précises sur les solutions vraiment de continuité par rapport à plein de scénarios. Malheureusement, on ne va pas pouvoir traiter ça parce qu'on pourrait faire des conférences de centaines d'heures de réponses opérationnelles à comment faire face à ces cyberattaques. Et notre temps est expiré. Donc je vais. Merci Nathalie et Thomas pour votre riche participation et réponse aux questions. Élodie ou Jacques, je ne sais pas si avant de nous quitter, vous souhaitez conclure. Non, rien à rajouter. Merci à tous pour être nombreux à vous être connectés à ce webinaire, ça fait plaisir. Donc, toutes les ressources documentaires sont sur le site de l'ANS et on intégrera vos questions-réponses. On va constituer une FAQ suite à ce webinaire qui sera mis en ligne avec le support qui a été projeté en session et le replay pour ce webinaire, pour ceux qui n'ont pas pu assister ou si vous avez envie de le revisionner puisque le contenu a été dense. Un grand merci et très bonne fin de journée à tous. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci, bon courage à tous.